Et si on asséchait la Méditerranée pour construire un monde meilleur? Voilà en quelques mots la description d'Atlantropa, le projet fou d'Hermann Surguel. Ce nom Atlantropa, qui sonne un peu comme un manège d'Europa Park, ça vous dit sûrement rien. Et pourtant, c'était en son temps et dans les yeux de son créateur, un projet qui était censé changer la face du monde. Imaginez l'Europe et l'Afrique réunis en une sorte de super continent, avec en son milieu un genre de lac géant qui servirait à produire une énergie hydroélectrique suffisante pour l'alimenter dans son entièreté. Et non, vraiment, je suis pas du tout en train de vous présenter un nouveau blockbuster de science-fiction ou un jeu vidéo, mais un projet bien réel, considéré par beaucoup comme l'utopie architecturale et technologique la plus démesurée du XXe siècle. À travers Atlantropa, son créateur ne voulait pas seulement transformer la géographie planétaire, ce qui en soi est déjà totalement abusé, mais poser les bases d'une nouvelle géopolitique mondiale et qui sait, changer l'histoire. Qui a eu cette idée? Pourquoi? Et surtout, comment il comptait s'y prendre? Je vais vous raconter tout ça et restez bien jusqu'à la fin, parce qu'il y aura aussi des nazis. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. C'est bon, je crois qu'on les a semés. Chers amis, aujourd'hui on change le lieu habituel de nos réunions car le QG est sous surveillance et nos communications ont été interceptées. Pour que ça n'arrive plus, j'ai décidé de mettre en place une solution très simple. Voici NordVPN, le partenaire de cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, un VPN c'est un logiciel qui permet de protéger votre confidentialité sur Internet en masquant position et données de navigation. Vous pouvez faire croire à l'ennemi que vous êtes situé dans un pays différent de celui où vous êtes vraiment. Pratique, non ? Mais NordVPN, c'est pas juste un VPN classique, il propose bien plus d'options. Avec l'abonnement basique, vous pouvez protéger jusqu'à 10 appareils en simultané. Ordinateur, téléphone, tablette et même les téléconnectés Apple ou Android. Bon, désolé de vous apprendre que ça marchera pas sur votre poste TSF. NordVPN, c'est la protection anti-menace qui bloque les sites malveillants et les publicités intrusives. Il s'assure aussi qu'aucune de vos données ne traîne sur le dark web. C'est le côté obscur d'Internet et vous n'avez pas envie de savoir ce qu'il y a dessus. NordVPN protège vos données, mais bande de têtes brûlées que vous êtes, je vois que vous avez besoin d'exemples concrets. Vous voulez regarder un film ou une série sur votre plateforme de streaming préférée, mais c'est dommage, c'est dispo qu'aux États-Unis. Qu'à cela ne tienne, vous pouvez faire croire aux Allemands, enfin à Internet, que vous êtes chez l'oncle Sam. Sous les radars, vous pénétrez dans la zone libre d'Internet. Et au diable les tickets de rationnement. On peut aussi l'utiliser pour le shopping. Couplé à un service de réexpédition de colis, on peut faire des achats sur des sites qui ne sont pas disponibles en France. L'exemple que j'ai va vous paraître gros, mais il est bien vrai. Mon mari chose du 52. Ouais, c'est pas courant. Avec la méthode que je viens de vous expliquer, il a pu commander des chaussures en se localisant aux US avec NordVPN et avec un service de réexpédition en plus, problème réglé. Et ça marche dans les deux sens. Si vous êtes retenu à l'étranger, localisez-vous en France et vous aurez accès au streaming gratuit des chaînes françaises. Avec le lien en description, vous avez 4 mois supplémentaires sur les abonnements NordVPN de 2 ans. Ça ramène l'abonnement basique à moins de 3 € par mois. Et si vous aimez râler et que vous n'êtes pas content, NordVPN vous propose une offre satisfait ou remboursée les 30 premiers jours. Mais ça m'étonnerait que ça vous plaise pas. Merci à eux de soutenir la chaîne et bonne vidéo. Artoum ! On décroche. Lui, c'est Hermann Surguel. Et avec sa tête de méchant de film, ok, le monocle fait beaucoup, fallait surtout pas lui parler d'utopie. Ah, ça non. Et encore moins le comparer à Jules Verne. Le célèbre auteur français, lui, raconte des histoires pour les enfants, alors que Surguel, il est réaliste et il sait de quoi il parle. Il est architecte, mais son père était dans la construction de centrales hydroélectriques en Bavière. Et quand vous en saurez un peu plus sur le projet, vous comprendrez vite que le petit Hermie, il a dû passer des heures à regarder son papa travailler, et ça lui a donné des idées. Hermann Surguel, il se renseigne avant d'agir, chose que tout le monde devrait faire avant de se lancer dans un projet. Alors, il lit des livres. En 1927, lors de la lecture d'un livre sur la géographie, il a une illumination. Mais bien sûr, la Méditerranée est une mer d'évaporation. Si le détroit de Gibraltar venait à se fermer, les fleuves ne suffiraient pas à compenser la perte d'eau. La mer baisserait inexorablement. Et en plus, ça s'est déjà produit lors de mouvements tectoniques anciens. On appelle ça la crise de salinité messinienne. Bon, ça s'est passé il y a un peu plus de 5 millions d'années.
Même Gandalf, il n'était pas encore là. Mais pour Surgull, la conclusion est évidente. Les humains n'ont plus qu'à terminer ce travail dans l'esprit de la nature. C'est ce qu'il écrira dans le livre qui présente son projet. Puisqu'aucun cataclysme ne viendra soudainement souder l'Afrique à l'Europe, et heureusement j'ai envie de vous dire, il faudra le provoquer autrement. Par le béton, par l'ingénierie, avec un barrage gigantesque dressé à Gibraltar. Puis tant qu'à faire, mettons-en aussi un aux Dardanelles et un autre entre la Sicile et la Tunisie. Et puis c'est cool, ça permettra d'aller plus rapidement en Afrique et il n'y aura plus besoin de prendre de bateau. On dirait l'idée complètement overkill d'un mec qui cherche une solution pour pallier le fait qu'il a le mal de mer. Donc l'idée, c'est que année après année, la mer reculerait d'environ 1 mètre chaque année. Lentement. Jusqu'à se scinder en 2 bassins distincts. À l'ouest, une Méditerranée a baissé de 100 mètres sous le niveau de l'Atlantique. À l'est, au-delà de la Sicile, un second bassin encore 100 mètres plus bas. Et ce serait plus seulement une mer qu'on transforme, mais la carte du monde. Dans son esprit, tout est bénéfique pour l'Europe déjà, et même pour le monde entier. Attendez, faut que je vous explique tout ça. Selon l'analyse de Surgull, un monde où les pays sont interdépendants est d'abord un monde sans guerre. C'est parce qu'il n'a pas vu le monde en 2026. Toujours selon lui, avec plus de terres et de réserves énergétiques, c'est plus d'agriculture, plus de nourriture pour les populations et aussi des échanges commerciaux plus nombreux et facilités. Pour relier tout ça, il avait prévu des lignes de chemin de fer, avec par exemple des lignes Paris-Dakar ou Berlin-Le Cap. Je sais pas si vous voyez où c'est le Cap, c'est la capitale de l'Afrique du Sud, autant dire que c'est le bout du monde. Allez, juste pour le fun, les trains les plus rapides en Europe au début des années 30 ont une vitesse d'environ 80 à 100 km/h. Et vu que le projet de Surgull c'est une folie à la pointe de la technologie, admettons. Maintenant, ça dépend du tracé, mais le trajet devrait faire environ 12 000 km. Ça ferait un voyage de 120 heures si le train ne s'arrête pas. Je vois d'ici une affiche publicitaire pour un voyage de luxe. Atlantropa Express. L'Orient Express peut aller se coucher. Bref, la concrétisation totale du projet Atlantropa prendrait plusieurs siècles. Et ça, même Hermann Surgull en est conscient. Mais pourquoi pas? Les plus grandes cathédrales ont bien été construites sur des siècles aussi, non? Alors, faut savoir qu'abaisser le niveau de la Méditerranée, c'est pas tout. Dans la liste des choses à faire pour mener le projet Atlantropa à bien, Surgull compte, comme il le dit lui-même dans son livre, inonder le Sahara pour mettre fin à la crise. La crise de quoi? La crise de un désert c'est sec? Il projette de construire d'autres barrages sur le fleuve Congo. Il imagine la création de 2 mers artificielles au cœur du continent africain et même l'extension du lac Tchad. Oui, le mec a le barrage compulsif, vous l'aurez remarqué. Son objectif? Transformer le climat africain. Adoucir les températures et irriguer le Sahara, le transformant en zone habitable et cultivable. Quand on dit habitable, c'est habitable pour les Blancs, parce que bon, ces endroits, ils sont déjà habités, mais on reparlera du côté très colonialiste du projet un peu plus loin, vous en faites pas. Avec la quantité d'énergie hydroélectrique produite, ce projet pourrait rendre l'Europe des années 20 indépendante énergétiquement. Comme Surgull est conscient que les énergies fossiles type charbon, pétrole et gaz s'épuiseront un jour, il se dit que l'électricité, c'est la solution. Et vu que le sujet s'y prête bien, aujourd'hui j'ai envie de parler technique. Enfin, comme c'est pas trop mon domaine, laissez-moi vous présenter Monsieur Bidouille. L'énergie c'est son rayon, et vu qu'il a récemment sorti une vidéo pour vous expliquer à quel point c'est formidable d'installer un barrage dans votre jardin, la thune. Je pense que c'est la personne idéale pour vulgariser les aspects techniques du projet. Alors, Monsieur Bidouille, concrètement, ce barrage, ça vaut quoi? Ah oui, le fameux projet Atlantropa. Par où commencer? L'idée était de fabriquer plusieurs barrages aux endroits où ça valait théoriquement le coup. Je dis théoriquement parce que pour poser un barrage, il faut connaître parfaitement la géologie du milieu, et dans les années 1920, je ne pense pas qu'on connaissait les fonds de la Méditerranée comme aujourd'hui. Et je suis même pas sûr qu'on ait actuellement la connaissance suffisante. Un barrage, c'est pas juste un mur posé sur le sol, il faut l'ancrer pour pas qu'il se déforme sous la pression. Ensuite, il faut le construire, ce barrage. Il y a des techniques pour grignoter progressivement sur la mer, mais si on regarde les données bathymétriques, mot-classe pour parler de profondeur, l'endroit où était prévu de construire le barrage descend jusqu'à environ 450 mètres de profondeur, et au milieu du détroit, là où c'est le plus court, on va dire, on descend carrément à 1 km. À ça, il faut ajouter le fait qu'il va falloir creuser plus ou moins profond pour trouver un sol stable, d'où l'intérêt de connaître la géologie, et gérer la variation du niveau de l'eau aussi, parce que vous avez les marées, les tempêtes, etc. Donc des fondations jusqu'à la crête, le barrage devrait faire beaucoup plus que 450 mètres.
Et là où ça devient vertigineux, c'est l'épaisseur nécessaire. Plus le barrage est haut, plus il est épais à sa base. Ça, par exemple, c'est une vue de profil du barrage d'Itaipu, au Brésil. 196 mètres de haut, un peu plus de 7 km de long, et vous voyez déjà l'épaisseur du bousin à sa base, hein, ça rigole pas. L'autre question, c'est où trouver la quantité de béton, de remblai et d'acier suffisante pour fabriquer ce truc. Là-dessus, j'ai une anecdote personnelle. À l'époque de la construction du barrage des Trois Gorges en Chine, 185 mètres de haut et 2300 mètres de long, donc un barrage en Lego à côté du projet d'Atlantropa, j'étais au lycée avec un ami et on fabriquait un kart cross. C'est un karting tout-terrain avec un moteur de 2 chevaux à l'intérieur. Bon, on l'a jamais terminé malheureusement, hein, voilà, on n'avait pas assez d'argent. Puis maintenant, on a l'argent mais on n'a pas le temps. Bref, on a acheté de l'acier chez un fournisseur professionnel et on a vu les prix augmenter à cause de la construction du barrage qui consommait tellement d'acier que ça impactait le cours de l'acier dans le monde. Ou alors c'est le fournisseur qui a trouvé une excuse bidon, c'est vrai que j'ai pas vérifié à l'époque. Donc imaginez avec la production d'acier à l'époque, hein, qui est beaucoup plus faible, la construction d'un barrage de 30 km de long. Vous êtes obligé de réquisitionner toutes les aciéries du monde, quoi. La hauteur de chute, donc la différence entre le niveau de l'eau côté océan et le niveau côté Méditerranée, devait être de 900 mètres. Je passe sur tous les soucis techniques pour gérer une pression pareille avec un débit aussi élevé au niveau des vannes, des conduites forcées, des turbines, etc. Tout ça pour une puissance installée de 49 000 MW juste pour ce barrage. Le projet prévoyait d'autres barrages dans la Méditerranée, notamment aux endroits où ça paraît logique sur une carte. Mais encore une fois, si on connaît pas le terrain, c'est comme vouloir construire une maison en haut de la dune du Pilat parce qu'il y a une belle vue. Voyez. Donc on peut parler du complexe hydraulique d'Atlantropa, avec des barrages en sortie de fleuve, des retenues intermédiaires, etc. Tout ça pour une puissance installée au total, si on prend tous les barrages, de 110 000 MW. Ce qui est pas fou en fait. Les Trois Gorges par exemple, c'est 22 500 MW, donc 2 fois moins que le barrage de Gibraltar, pour une taille beaucoup plus petite. Et 110 gigawatts, c'est grosso modo la pointe de la consommation française actuelle, pendant une grosse vague de froid. À l'époque, ça représentait 4 fois et demi la puissance installée des centrales allemandes. Donc oui, dans les années 20, 110 gigawatts, c'était beaucoup, mais c'était pas incroyable non plus. Et par rapport aux moyens nécessaires à l'époque, ça ne valait clairement pas le coup. Même en négligeant les impacts écologiques et économiques sur les littoraux, qui se retrouvent amputés d'une grosse partie de leur source de revenus, c'est énormément d'argent pour pas énormément d'énergie, même dans les standards de l'époque. Merci beaucoup pour toutes ces explications. On comprend mieux à quel point le rêve de Sir Gull était totalement irréaliste. C'est vrai qu'en misant sur l'électrique, il avait en quelque sorte pressenti l'épuisement des ressources non renouvelables, ce qui est plutôt bien vu. Mais la quantité de ressources nécessaires à l'édification du barrage, on dit que l'un annule l'autre, ok ? Bref, ne nous encombrons pas de considérations réalistes. Si on lui dit que c'est pas trop faisable, Herman risquerait de se vexer. Donc avec tout ça, il veut faire d'Atlantropa une grande puissance susceptible de dominer le monde. Dominer le monde, ça y est, là on retrouve le côté méchant de film. Je vous l'avais dit, le monocle ne trompe jamais. Dans l'esprit de Sir Gull, le monde devait se réorganiser en 3 grands blocs. L'Amérique, Atlantropa et l'Asie. 3 masses continentales équilibrées, comparables en superficie et en ressources, destinées à coexister sans rivalité. Si chaque bloc possède suffisamment d'espace, d'énergie et de matières premières, alors les tensions disparaîtront. Enfin, c'est ce qu'il croit. Comme je vous dis, il n'a pas vu la géopolitique en 2026. We are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Le globe ne serait plus le terrain d'une compétition acharnée, mais un système stabilisé, presque mathématique. Mais bon, à vouloir tout régler à coups d'équations et de formules mathématiques, on en oublie la variable essentielle. L'être humain est par nature imprévisible. Qui sait ce qui aurait pu se passer ? Ils trouveront sûrement de bonnes raisons pour faire la guerre. Économie, commerce, religion, c'est pas les prétextes qui manquent. Mais il a quand même un peu pensé à ça, Sir Gull. Donc il y aurait une instance supranationale de contrôle de la distribution en énergie, et si jamais un des pays fait le malin, il suffit de lui couper l'approvisionnement. Comment ça pourrait mal se passer, Et les habitants du continent africain dans tout ça, on leur demande leur avis ? Bien sûr que non. Oubliez pas qu'à l'époque, dans les années 20 et 30, l'Afrique est basiquement un gros gâteau partagé entre les puissances européennes. Donc, même si Herman veut changer la face du monde, il n'est pas là pour mettre fin au colonialisme. Atlantropa serait juste une grande colonie européenne.
C'est pas pour rien qu'il voudrait en adoucir le climat, hein. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est pour que ça soit plus supportable pour les colons blancs. Son plan pour dompter l'impitoyable climat africain, c'est un immense chapelet de lacs artificiels dans les régions du Congo et du Sahel. Mais derrière cette vision grandiose se cache une indifférence totale pour ceux qui vivent déjà sur ces terres. Les villages, les champs, les vies humaines, tout est secondaire face à l'ambition de remodeler le continent. L'Afrique n'est plus un espace habité, mais un terrain de jeu pour la mégalomanie d'un architecte européen. Un méchant film, je vous l'avais dit. Comment le public a-t-il réagi lorsque ce projet a vu le jour? Tout le monde s'est moqué d'Hermann Sörgel et lui ont offert un séjour à l'hôpital psychiatrique avec d'autres inventeurs fous? Eh ben, pas du tout. Bien sûr que des gens doutaient de la faisabilité technique d'Atlantropa. La presse, surtout conservatrice, dénonçait ses idées politiques pacifistes et stigmatisait l'utopie de Sörgel. Genre parce que le plus gros problème du truc, c'est qu'il veut éviter la guerre. Non mais sérieusement les gars, même si on est d'accord que c'est une vision du monde façon bisounours, c'est peut-être un des seuls trucs louables du projet. Les conséquences géologiques ou climatiques quant à elles semblaient presque impossibles à mesurer, surtout pour le commun des mortels de l'époque. Bien entendu, quelques spécialistes ont osé émettre des réserves, mais elles seront vite étouffées par l'enthousiasme de l'opinion publique pour le projet. À cette époque, la confiance dans le pouvoir de la technique était sans limite. Les dimensions titanesques du chantier et ses conséquences n'inquiétaient pas plus que ça. À la fin de la République de Weimar en 1933, Atlantropa comptait des partisans non seulement en Allemagne, mais aussi en Autriche, en Suisse et aux Pays-Bas. La création d'un parti unifié pour Atlantropa semblait presque inévitable. Sauf que, je pense qu'il est maintenant temps d'ajouter un nouveau personnage à notre histoire. Adolf Hitler. Bah oui, vous avez bien dit qu'il allait y avoir des nazis. Vous pensiez quand même pas qu'il était possible d'échafauder un scénario de film de ce genre sans le saupoudrer de Troisième Reich, non? D'ailleurs, une des grandes idées reçues sur Atlantropa, c'est que ce serait un projet nazi. Alors oui, vu comme ça a bien l'air d'un projet expansionniste style Lebensraum, mais en fait non. Hermann Sörgel a planché sur son idée bien avant l'accession au pouvoir du parti. Cette idée reçue vient surtout du fait que le projet a été cité dans le roman et la série The Man in the High Castle. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une dystopie où c'est l'Axe qui a gagné la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis sont occupés et divisés entre le Japon et l'Allemagne nazie. Petite parenthèse perso, j'ai commencé à regarder la série. J'ai beaucoup aimé le début, mais au bout d'un moment, j'ai fini par décrocher parce que c'est devenu trop n'importe quoi. J'étais prête à suivre une uchronie historique, mais quand il y a eu le délire de monde parallèle, je sais pas quoi, j'ai fini par lâcher l'affaire. C'est dommage. Bref, pour revenir à Atlantropa, le projet est donc cité dans cette série comme un projet nazi, initié par le personnage de Martin Huysman. Mais voilà, dans la réalité, comme j'ai dit plus tôt, Hermann Sörgel a commencé à travailler dessus dans les années 20. Que s'est-il passé quand Hitler est arrivé au pouvoir? Avec sa soif d'expansion et son obsession de l'espace vital, c'est une aubaine pour Sörgel. Il tente alors de se rapprocher des dirigeants et expose ses idées à coups de plans et de nouveaux dessins. Sauf que non, ils n'en veulent pas. Les idéaux euro-pacifiques du projet sont loin d'être compatibles avec la politique du Troisième Reich. Mais c'est pas tout. La direction géographique même du projet contrariait les ambitions nazies, qui visaient l'expansion vers l'Est plutôt que vers le Sud. Bah oui, ils s'en foutaient d'avoir l'Afrique, c'est pas de là que viennent les peuples ariens. Et en plus, il ferait certainement trop chaud pour eux. Ils ont pas 100 ans à attendre le temps que la clim de Sörgel se mette en marche. Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à la disparition du dictateur, on oubliera quelque peu Atlantropa. Il faudra attendre la fin de la guerre pour que Sörgel reprenne sa croisade à grande échelle et, contre toute attente, le projet connaîtra alors un regain d'intérêt, mais sans pour autant être démarré. Les alliés occidentaux cherchent à resserrer les liens avec leurs colonies africaines afin de contrer l'influence grandissante du marxisme sur le continent. Mais le progrès va plus vite que le rêve de Sörgel. L'apparition de l'énergie nucléaire bouleverse les équilibres énergétiques, les coûts colossaux de la reconstruction européenne rendent toute entreprise de cette envergure irréaliste et la vague de décolonisation change radicalement la donne d'un point de vue politique. Atlantropa, trop attaché à une vision coloniale et énergétique de la première moitié du XXe siècle, devient alors technologiquement dépassé et politiquement impossible. L'utopie technologique et politique de Sörgel finira par sombrer doucement dans l'oubli à la mort de son créateur en 1952, même si l'Institut Atlantropa qu'il avait créé continuera d'exister jusqu'en 1960.
Seuls quelques auteurs s'inspireront encore de ce projet, parce qu'avouons-le, c'est parfait pour la littérature de science-fiction. Hermann Sörgel a 67 ans lorsqu'il se fait renverser par une voiture alors qu'il était à vélo en route vers une conférence pour défendre son projet. Ce projet fou s'inscrivait dans le souhait collectif d'un monde meilleur. Un souhait fait par une génération qui avait connu les ravages et horreurs de la Première Guerre mondiale. Une génération qui croyait pouvoir façonner un monde nouveau grâce à la puissance de la technologie. Mais aujourd'hui, avec le recul que nous offre le XXIe siècle, il faut bien le reconnaître, Atlantropa ressemble plus à un cauchemar qu'à une utopie. Quelles auraient été les conséquences sur le climat, les terres, les pays et les populations si ce projet avait été mené à bien? Alors imaginons, la mer recule, année après année. Les ports deviennent des falaises surplombant un désert salin. Marseille, Gênes ou Alexandrie ne sont plus au bord de l'eau. De nouvelles terres apparaissent, mais elles sont couvertes de sel et de poussière avant d'être lentement et difficilement conquises par l'agriculture et l'industrie. Le climat se dérègle, les courants marins bouleversés modifient les régimes de pluie. Certaines régions s'assèchent, d'autres subissent des vents violents venus des nouveaux plateaux marins. La Méditerranée, qui tempérait depuis des millénaires les hivers européens et les étés nord-africains, ne joue plus son rôle. Des frontières doivent être redessinées, des pays gagnent des kilomètres de territoire, d'autres perdent leur accès à la mer, des ports meurent, de nouvelles capitales émergent, des populations entières doivent s'adapter, migrer et reconstruire. Alors d'accord, Atlantropa aurait peut-être créé un continent nouveau, mais il aurait aussi transformé profondément l'équilibre fragile entre climat, territoire et société. Hermann Sörgel s'imaginait qu'avec la technique, on pourrait tout maîtriser. Mais il a oublié quelque chose de très important. La nature est un système complexe, plus complexe que la plus élaborée des machines, et chaque action sur son équilibre fragile peut avoir des conséquences insoupçonnées. J'espère que ce sujet vous aura plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.